Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Dans cet épisode de Philosopher la paix, on aborde Thomas Hobbes et son Léviathan dont nous allons suivre le fil. Pour Hobbes, la paix n'est pas un état qui arrive quand les hommes sont raisonnables. Elle est une construction qui devient nécessaire précisément parce que les hommes livrés à eux-mêmes ne se stabilisent pas. Son geste est radical. Il refuse de fonder le politique sur une bonté originelle ou sur une sociabilité spontanée. Il part d'un constat anthropologique. Les humains sont animés par des passions puissantes et ces passions sans cadre commun poussent moins vers la coopération que vers les rivalités, la méfiance et le conflit. La paix n'est donc pas un bon sentiment général, c'est un artefact politique, un dispositif destiné à empêcher le retour d'une condition qui ressemble à une guerre permanente. Hobbes commence par une idée simple. Certaines passions nous orientent pas spontanément vers la paix. Elles tendent au contraire à installer une compétition permanente. Deux moteurs dominent. D'un côté le désir sans fin des biens et des moyens de vivre, de l'autre la soif de gloire, c'est-à-dire le besoin d'être reconnu, estimé, admiré. Ces passions ne font pas de nous des monstres, elles font de nous des êtres humains ordinaires, mais elles ont une conséquence politique lourde. Sans pouvoir commun, elles rendent la paix fragile, voire impossible. Cette analyse apparaît très nettement dans le chapitre où Hobbes définit les mœurs. Mœurs au sens hobbésien et non au sens mondain. Quand Hobbes parle de mœurs, il ne parle pas de politesse ni de bienséance. Il parle des qualités qui rendent possible le fait de vivre ensemble, dans la paix et dans l'union, dit-il. Or, ces mœurs sont travaillées par une dynamique fondamentale, le fait que le désir ne s'arrête jamais. Hobbes rejette l'idée de souverain bien, d'un bien suprême qui fixerait une fin dernière. La félicité humaine, dit-il, n'est pas le repos d'une âme satisfaite. C'est une progression, un mouvement continu. On atteint un objet et cet objet devient aussitôt le passage vers un autre. L'imagination joue ici un rôle énorme. Elle multiplie les possibles, elle ouvre des horizons, elle relance la comparaison et l'envie. La vie devient alors une quête cumulative. Non seulement obtenir des biens, mais surtout assurer la voie des biens futurs, garantir la conservation de ce qu'on possède, empêcher que ce qui est acquis soit perdu demain. Dès que cette logique rencontre des biens indivisibles, la rivalité s'allume. Beaucoup de biens ne se partagent pas, l'honneur, la dignité, le commandement, l'autorité. Dans ce cas, chacun est tenté d'en assurer la possession exclusive. Le désir, loin d'unir, sépare. Il transforme l'autre en concurrent. Et si aucune instance supérieure n'arbitre, la force devient donc une option rationnelle, parce qu'elle peut être un moyen rapide d'appropriation. Dans un monde sans cadre commun, l'affrontement n'est pas une exception, c'est une issue probable. Mais Hobbes ajoute un deuxième combustible, souvent plus explosif, la gloire et la reconnaissance. Le conflit ne vient pas seulement de la matière, il vient aussi du symbolique. Hobbes insiste sur une passion plus spirituelle, qui est le désir de supériorité, la vanité, l'attente d'estime. Chacun se fait une certaine idée de sa valeur et attend qu'elle soit reconnue. Dans ce registre, la force devient un signe visible. Elle prouve qu'on compte, qu'on pèse, qu'on est au-dessus. Dès lors, la compétition pour la gloire enflamme les relations. Pour triompher, il faut supplanter, écarter, parfois écraser son rival. La guerre n'est pas seulement une réaction biologique, elle est aussi le produit d'une quête de reconnaissance. Politiquement, tout cela signifie que, laissés à la naturalité de leur passion, les hommes tendent vers un état de rivalité continue. La paix ne découle pas donc de la seule bonne volonté, elle exige des conditions. La deuxième grande étape de Hobbes, célèbre dans le chapitre 13, dans laquelle il définit ou il théorise l'état de nature. Il faut insister sur sa méthode. L'état de nature n'est pas forcément un âge historique réel, c'est surtout une fiction méthodologique, une hypothèse soustractive. Hobbes retire mentalement tout ce qui fait la société civile, les lois, la justice, afin de voir ce qui manque aux hommes lorsqu'ils vivent sans pouvoir commun. Cette expérience de pensée met à nu son anthropologie. L'homme est un corps en mouvement, mu par un désir illimité, et l'absence de cadre politique transforme ce mouvement en danger réciproque. Le point de départ est surprenant. Le point de départ chez Hobbes, c'est l'égalité. Hobbes affirme que les hommes sont égaux selon leurs facultés de corps et d'esprit. Corporellement, même le plus faible peut tuer le plus fort s'il s'y prend bien. Intellectuellement, l'égalité est encore plus sensible. La plupart des gens se tiennent pour plus prudents ou plus sages que les autres, et la moindre différence de jugement devient une source de désaccord. Mais de cette égalité naît la défiance.
Comme nous sommes égaux dans l'espérance d'atteindre nos fins, nous sommes aussi égaux dans la capacité d'empêcher l'autre d'atteindre les siennes. Si deux hommes désirent la même chose, ils deviennent ennemis. Hobbes donne un exemple très parlant. Quelqu'un bâtit une maison dans un lieu prospère, d'autres voudront le déloger pour l'acquérir. L'égalité rend l'agression plausible, et la plausibilité de l'agression rend la méfiance raisonnable. De la défiance naît la guerre, parce que l'anticipation apparaît comme la conduite rationnelle. Hobbes considère qu'il est raisonnable de prendre les devants, de se rendre maître par la force ou par la ruse, tant qu'on ne voit pas de puissance assez grande pour nous mettre en danger. Ce n'est pas le mal qui parle, c'est la logique de conservation. Certains ayant obtenu une puissance veulent l'accroître, et ceux qui n'étaient pas en guerre sont forcés de s'y préparer, car la pure défensive mène souvent à la perte. À ce stade, Hobbes précise une idée décisive. La guerre ne se réduit pas au combat effectif. La guerre est une condition durable, comme un climat humide peut comporter des jours ensoleillés. L'état de guerre peut connaître des trêves sans cesser d'être la guerre. Parce que ce qui compte, c'est l'absence d'assurance. On est en guerre tant qu'on suppose l'autre capable de frapper et qu'on ne dispose d'aucune garantie sur son changement de volonté. De là découle la définition en miroir importante. La guerre, c'est d'abord l'insécurité, et la paix, c'est d'abord la sûreté. La paix n'est donc pas l'absence d'hostilité, c'est la neutralisation des motifs d'hostilité en un point tel que les conflits ordinaires ne dégénèrent pas en destruction. Les inconvénients de l'état de nature sont alors massifs. L'insécurité est radicale, pas de confort durable, pas de sûreté. La violence empêche toute production stable de richesse. Chacun se borne à la subsistance et la crainte ruine la coopération. Plus profondément encore, Hobbes dit qu'il n'y a rien d'injuste dans l'état de nature, parce que sans loi et sans pouvoir commun, il n'y a pas de critères partagés du juste et de l'injuste. La ruse et la force deviennent des vertus utiles, non parce qu'elles sont admirables, mais parce qu'elles sont efficaces. Hobbes illustre cette condition par des observations provocantes. Des peuples sans gouvernement vivent comme des animaux. Même sans voisins étrangers, la guerre civile menace, et les rois eux-mêmes indépendants les uns des autres vivent dans un état de suspicion permanente. Frontières armées, attitude de guerre. On comprend ainsi pourquoi pour Hobbes, l'état de nature n'est pas une utopie perdue. C'est un concept qui met en lumière ce que nous devons à l'institution politique. La société chez Hobbes ne naît pas de la seule raison. Elle naît aussi d'une passion, la peur de la mort violente. C'est une idée très forte. Si les hommes acceptent de sortir de la guerre latente, ce n'est pas parce qu'ils deviennent moralement meilleurs, mais parce qu'ils veulent éviter le pire. Cette anticipation terrifiée de la mort pousse chacun à chercher une issue, car dans l'état de nature, l'accroissement de puissance ne garantit pas la conservation. Il excite au contraire la volonté d'autrui de nous supprimer. Plus je suis puissant, plus je deviens une menace. Plus je suis une menace, plus je deviens une cible. La raison intervient alors comme une faculté de calcul. Elle n'est pas une raison contemplative, c'est une raison instrumentale qui cherche le moyen le plus sûr d'obtenir une vie stable. Et cette raison formule les lois de la nature. Il faut chercher la paix et consentir aux moyens qui la rendent possible. Voilà pourquoi Hobbes peut dire que la paix est un artifice politique, tout en ajoutant qu'elle est naturelle en un autre sens. Elle permet la perpétuation et le développement de la vie. Ce double langage est important. La paix n'est pas naturelle comme spontanéité, mais elle est naturelle comme finalité vitale, car elle seule rend la vie durable. Hobbes distingue également loi de nature et droit de nature. La loi de nature est une règle générale découverte par la raison, qui nous détermine à faire certaines choses ou à nous en abstenir. Le droit de nature, au contraire, est la liberté d'user de son pouvoir comme on veut pour préserver sa vie. Cette distinction structure alors toute la pacification. Le droit de nature donne une liberté dangereuse, la loi de nature propose une règle qui réduit le danger. C'est dans ce cadre qu'apparaît le précepte fondamental de Hobbes. Chacun doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a l'espoir de l'atteindre, et s'il ne peut l'atteindre, il peut chercher et utiliser tous les secours et les avantages de la guerre. Autrement dit, la paix n'est pas un devoir inconditionnel. Elle est une prescription rationnelle limitée par la nécessité de ne pas se livrer à l'ennemi. Et on comprend immédiatement une seconde loi. Pour obtenir la paix, chacun doit accepter d'abandonner son droit sur toute chose, à condition que les autres fassent de même, afin que chacun dispose d'autant de liberté à l'égard des autres que les autres en disposent en son égard. Ainsi, Hobbes place la paix au cœur de sa philosophie politique, précisément parce qu'elle conditionne tout le reste. Contrat, justice, propriété, activités économiques, etc.
Sans paix, il n'y a que l'urgence, l'instinct de conservation et la peur. Avec la paix, on retrouve la durée, l'investissement, la transmission, l'industrie. C'est pourquoi Hobbes enchaîne immédiatement sur ce que la paix rend possible. La raison ne se contente pas de dire « il faut la paix », elle organise l'avènement de la paix par la forme contractuelle. La paix devient un ensemble de clauses, puis de devoirs, puis de garanties. C'est dans ce mouvement qu'apparaît une troisième loi de nature. Exécuter les conventions une fois qu'elles sont passées. Et Hobbes va plus loin. Il détaille aussi que des préceptes pratiques de pacification, notamment l'idée que ceux qui s'entremettent pour aider à la paix doivent voyager en sûreté, parce que si la paix est la fin, la médiation en est un moyen. De même, ceux qui veulent la paix doivent accepter un arbitre commun. Il faut une instance qui tranche les différends sans que chaque partie se fasse juge et partie. Ici, tout converge. S'arracher à l'état de guerre est le premier devoir, et la paix civile devient la condition d'exécution de toutes les conventions. Arrive alors la pièce maîtresse, la République. L'État naît pour arracher les hommes à la guerre et assurer sécurité et préservation. Le mécanisme est clair, chacun renonce à une part de ses droits et transfère sa volonté à une personne une, le souverain, afin d'obtenir la paix intérieure et la défense commune au prix de l'obéissance. Hobbes insiste sur l'unité. Ce n'est pas une simple concorde, c'est une unité réelle, parce que chacun autorise le souverain à agir en son nom. L'État devient une personne, un sujet collectif, parce que la multitude se rassemble en une volonté commune. Et c'est là le sens du Léviathan comme Dieu mortel, une puissance construite par les hommes, mais suffisamment écrasante pour imposer le respect et faire cesser la logique de l'anticipation. Hobbes introduit ici une comparaison importante avec les animaux sociaux. Les abeilles et les fourmis vivent en société sans pouvoir coercitif, non pas parce qu'elles sont moralement supérieures, mais parce qu'elles n'ont pas ce que l'homme a, l'ambition comparative, la rivalité pour l'honneur, la capacité de faire des petites offenses. À l'intérieur de cette république, le souverain a une charge qui est celle de pourvoir à la sécurité du peuple. Et Hobbes précise que la sécurité ne signifie pas seulement protection, mais aussi la possibilité pour chacun d'obtenir les satisfactions de sa vie par une activité licite, sans danger pour l'État. C'est une conception assez large de la paix, une paix comme sûreté, mais sûreté qui rend la vie vivable. De là découle un principe. Qui abandonne les moyens abandonne la fin. Si la fin de la souveraineté est la paix et la défense, le souverain doit conserver les moyens de cette fin. Il ne peut donc pas se reconnaître assujetti à la loi civile comme un simple particulier, ni renoncer à juger de la guerre et de la paix, ni renoncer à lever l'impôt, ni même à lever une armée. En fait, il y a une forme de cohérence ici. Si l'autorité commune se prive des instruments de coercition, la dissuasion disparaît. Et paradoxalement, l'état de guerre revient. Enfin, dernier mouvement important pour Hobbes, qui va même jusqu'à expliquer comment la paix se défait. En effet, la République est conçue pour durer, presque aussi longtemps que le genre humain. Si elle se dissout de l'intérieur, ce n'est pas la matière humaine qui est en cause, mais la fabrication politique. L'art de construire un édifice stable a échoué. Hobbes parle de maladies internes. La paix peut mourir non pas par une invasion extérieure, mais par un désordre intestin. Les causes immédiates peuvent être diverses. Si le pouvoir souverain devient insuffisant, si la crainte salutaire disparaît, si la dissuasion s'éteint. Il y a de multitudes de causes structurelles, si les sujets revendiquent une propriété absolue. Enfin, Hobbes n'oublie pas les causes matérielles, parce que la paix a un nerf, l'argent. Sans ressources, on désarme. Or, en paix, l'armée tient la paix, parce qu'elle incarne la force publique. En réalité, tout ce que nous voyons ici, c'est que la paix dépend en vérité de plusieurs moyens, de plusieurs manières dont l'État admet sa disposition. Le point terminal est ici brutal, car la perte de paix, ce n'est pas un simple épisode, c'est la dissolution de l'État comme personne une. Quand l'âme du corps politique s'évapore, chacun redevient juge et bras de sa propre sûreté. Et ce retour n'est pas une exception, c'est le retour à la condition naturelle. Au fond, Hobbes nous oblige à changer de définition. La paix n'est pas seulement le silence des armes, c'est la sécurité durable qui rend possible propriété, coopération, travail, culture et vie longue. Or, cette sûreté ne naît pas spontanément des passions. Elle doit être produite par des institutions, par des lois, par des conventions garanties par un arbitre commun, et en dernière instance par un souverain capable d'imposer le respect. La force de Hobbes,
c'est de montrer que la paix ne repose pas sur l'utopie d'une humanité purifiée. Elle repose sur un réglage. Transformer les promesses fragiles en contrats tenus parce qu'ils sont sanctionnables. Une paix sans puissance commune est une trêve. Une paix durable est une œuvre d'architecture politique.